Révolution digitale, épisode 89. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Alors cette saison, nous diffusons toujours depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants partout à travers le monde. Nous parlons de leurs aventures, surtout de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Alors si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée, sur Apple Podcasts, sur Castbox, sur Spotify. Et vous recevrez ainsi directement tous nos derniers épisodes. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invité du jour a découvert le goût du voyage lors de ses études de commerce. Il a habité à l'étranger pendant 7 ans, exerçant les métiers de commercial, de marin, conférencier et entrepreneur. Aujourd'hui, il partage son temps entre l'écriture et son entreprise Remotive.io, une communauté de télétravailleurs partout dans le monde. Il vient aussi de publier son nouveau roman La 25aine, qui suit les aventures de Thomas, jeune employé chez Google qui rêve d'aventure et qui traite avec humour la crise de sens d'une génération attirée par un retour authentique aux choses. Tribu Digital, je suis super content de recevoir aujourd'hui Rodolphe Dutel. Salut Rodolphe. Salut François, tu vas bien ? Ça va très bien, merci, et doublement merci d'ailleurs de nous rejoindre aujourd'hui. Et Rodolphe, bon voilà, je suis obligé de te poser la question traditionnelle, est-ce que tu es prêt à nous inspirer ? Ah ben on va essayer, avec plaisir. J'adore parce que c'est toujours un plaisir quand mes invités sont motivés comme ça, et donc je te remercie Rodolphe. Je vais vraiment te donner un tout petit résumé de qui tu es à la tribu digitale ici. Est-ce que tu veux quand même rajouter quelque chose ? Et avant qu'on parle de tes projets, est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit aperçu sur ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi ? Bah écoute, j'ai eu, comme beaucoup de francophones, la chance de démarrer mes études en France. Et pour moi, le tournant, ça a été de découvrir l'Australie, qui est un pays qui, je crois, on aime beaucoup tous les trois, ouais. En faisant une année d'études à l'université de Wollongong, qui est à 1h30 au sud de Sydney. Et pour moi, ça a été un grand tournant de découvrir ce monde anglophone, de découvrir ces Australiens si sympas. Et ça a vraiment démarré non seulement ma vie perso, de mieux me connaître et faire plus de découvertes, mais aussi ma vie pro. En voyant comment les anglo-saxons travaillaient. Mais c'est génial. À Wollongong. Donc Wollongong, tribu digitale, c'est effectivement au sud de Sydney, au bord de la mer, super ville. T'es resté 1 an là-bas. Tu y es retourné entre depuis ou c'était vraiment juste pour les études ? Oui, je suis passé en Australie 3 fois en tout. J'ai dû passer, 14 mois en cumulé en Australie. Et on habitait sur un campus où tous les matins on pouvait aller surfer pieds nus à la plage avant d'aller dans les cours, avant d'aller à l'université, ce qui était absolument incroyable et une chance dont je me souviendrai toute ma vie. Bon Rodolphe, tu n'as pas d'excuses. La prochaine fois que tu viens en Australie, tu viens nous dire bonjour. Ou alors on se retrouve à Wollongong et tu nous feras visiter. Super. Ça marche. Ok. Écoute, j'imagine que cette première expérience, enfin c'était sûrement pas ta première expérience de voyage, mais tu as eu beaucoup d'expériences à l'étranger. D'ailleurs, justement, dans combien de pays tu as vécu ? Écoute, c'est dur à dire, j'ai envie de te dire 8-9 peut-être. 8-9 pays où j'ai passé plus de 3 mois en me disant vraiment, voilà, j'ai un appartement que je loue, je me vois habiter ici, donc j'ai ma carte de paiement et j'ai pas de billet de retour, quoi. Donc voilà, que ce soit en Europe ou en Asie ou ailleurs, j'ai pu faire des voyages courts, mais aussi m'établir dans pas mal d'endroits différents, principalement pour le travail, quand je me déplaçais. D'accord, et donc j'imagine que c'est au cours de ces voyages que l'idée de Remotive.io t'est venue. Alors justement, parlons un peu de ce projet-là, on parlera de ton livre un petit peu après également. D'où t'est venue l'idée de Remotive.io et est-ce que tu peux nous expliquer
comment ça fonctionne, comment tu génères tes revenus avec et pourquoi tu as choisi ce business model. Alors, c'est beaucoup de questions. Je te laisse un peu structurer tout ça et nous, on t'écoute. D'accord. Bah écoute, j'ai pu commencer ma carrière en travaillant chez Google, ce qui était assez incroyable en tant que jeune diplômé. Et afin de bien commencer, ils m'ont envoyé me former à Mountain View en Californie. Et j'ai adoré l'entreprise et mes collègues. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était de voir la plupart de mes collègues habiter à San Francisco et travailler à Mountain View en Californie. Et pour ceux qui connaissent moins les lieux, il y a 1 heure et demie de transport aller entre l'un et l'autre. Ça veut dire que chaque jour, ces personnes-là passeraient entre 2 et 3 heures dans les transports. Et même si j'aimais beaucoup l'ambition, l'entreprise et le message, pour moi, passer 2 à 3 heures par jour de ma vie pendant des années dans les transports, c'était quelque chose qui me semblait un peu dingue. Quelques années plus tard, je suis parti voyager, je suis parti réfléchir et j'ai moi-même travaillé en télétravail. Ça veut dire sans aller au bureau, ça veut dire avec mon ordi et de n'importe où dans le monde du moment que tu as Internet. Et ça m'a inspiré le fait de me dire, si moi j'y arrive en ayant trouvé quelque chose un peu par hasard et un peu par chance, comment peut-on faire pour que les autres personnes qui travaillent comme moi, c'est-à-dire les personnes qui sont professionnelles dans le milieu de la technologie, puissent trouver un travail en télétravail. Et là-dessus, j'ai créé Remotive, qui au début était une newsletter. Ensuite, j'ai rajouté ce qu'on appelle un job board, comme vous auriez sur monster.fr ou Indeed pour trouver du travail. Et bien entendu, une communauté pour que les personnes, comme les personnes qui nous écoutent, puissent discuter et échanger leurs expériences. Et aujourd'hui, donc, Remotive, ça fait 4 ans que je gère ce projet, 4 ans et demi. On génère de l'argent en faisant de la mise en relation. Des entreprises recrutent, donc elles nous payent comme si elles payaient un journal pour mettre une annonce et chercher des personnes qui sont talentueuses. Mais le hic, c'est que les personnes talentueuses, elles peuvent être en Australie, en Afrique du Sud, à Buenos Aires, à New York, à Paris, à Bruxelles, n'importe où. Donc nous, en fait, on est en mise en relation entre les entreprises qui recrutent en remote et les personnes qui souhaitent le devenir en ayant une activité B2B pour les entreprises et B2C pour les particuliers. D'accord, c'est vraiment un super concept. Je dois bien avouer que j'adore ce concept. Je sais pas s'il y a beaucoup de plateformes comme ça qui existent. Je pense qu'il y en a, mais avec un peu un concept un peu plus différent. Et sur cette base, je voulais te demander, donc toi, ta communauté, quand on va sur le site internet remotive.io, on arrive sur un site qui est en anglais. Donc, tu as déjà une belle petite communauté. Qui sont les membres de ta communauté? D'où viennent-ils? De quel pays? Les 2/3 de mes membres viennent d'Amérique du Nord et 95% des membres sont anglophones. Donc, il y a quelques Français et francophones, mais c'est plutôt anecdotique puisque je m'occupe tout d'abord du marché de la technologie, du marché anglo-saxon et la langue de travail principale, même si une personne vient d'Allemagne, de Belgique ou peu importe, ça reste l'anglais et c'est là-dessus que je me suis concentré professionnellement depuis une dizaine d'années et avec Remotive depuis 4 ans aussi. Donc, on a généralement des personnes qui travaillent dans des startups, qui soient techniques ou non, hein. On a des gens aussi bien développeurs informatiques que des vendeurs, vendeuses, des gens qui font du marketing, etc., etc. Mais généralement, c'est des personnes qui se disent « Moi, je veux regagner ma qualité de vie et je veux passer moins de temps dans les transports afin de passer plus de temps avec ma famille, plus de temps sur mes hobbies, plus de temps sur les choses qui me touchent moi, plutôt que se retrouver dans des bureaux magnifiques, décorés, avec des toboggans et des tables de ping-pong, mais qui sont loin, voire excentrés, ce qui fait qu'on a moins de temps en direct avec ses amis et sa famille. D'accord. Et alors, le système, comment est-ce qu'il fonctionne concrètement? Est-ce que les entreprises qui travaillent par l'intermédiaire de Remotive pour trouver des télétravailleurs, cela se fait sous quelle forme? C'est du freelance ou est-ce qu'ils les engagent comme employés et ils deviennent remote workers, télétravailleurs? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, tout est possible et les entreprises ont beaucoup de choix à leur disposition. Certaines veulent des freelances, des personnes qui viennent faire une mission pour 2 semaines, 6 mois, 2 ans. D'autres offrent des simili-CDI, ce dont j'ai bénéficié moi-même il y a quelques années, où tu as un contrat qui est moral avec une entité, par exemple américaine, assez souvent, où la personne a la charge de payer ses impôts localement, mais est considérée comme une personne qui reste dans le long terme dans l'entreprise. Donc, il y a énormément de personnes dans la communauté qui cherchent un emploi qui va durer 2, 3, 4, 5 ans, simili-CDI pour la France, et d'autres entreprises qui se disent « voilà, moi je veux construire sur le long terme, mais le code postal de la personne n'est pas lié à son talent. » Donc en fait, peu importe d'où elle vient, je suis content d'accueillir la personne et après on se débrouillera pour effectivement faire les choses proprement du côté comptabilité et ressources humaines. Ouais, vraiment très intéressant. Et alors tu disais que 80-85%
des entreprises qui traitent avec Remotive sont donc en Amérique du Nord. Est-ce que ces entreprises sont ouvertes à travailler avec des non-américains du Nord, US, Canada, j'imagine, ou est-ce que c'est vraiment fermé à ce niveau-là? Oui, je pense que c'est une interprétation de la culture. On est sur deux choses. On est sur un mode de travail qui est anglo-saxon, donc au résultat. Et ça découle du fait que quand tu es au bureau, souvent, surtout en Europe, on parle de présentéisme, c'est-à-dire qu'il faut être présent, il faut montrer qu'on travaille, là où les anglo-saxons sont très souvent au résultat, c'est-à-dire peu importe comment tu arrives à ton résultat, du moment que c'est bien fait, on est content de ce que tu vas faire. Et la deuxième chose, c'est que finalement, si la culture est partagée, c'est-à-dire si tu utilises des outils informatiques, si tu utilises une culture et une communication commune, tu peux parfaitement, comme moi je l'ai fait, résider en Europe, voire en France, et travailler pour des boîtes américaines. La dernière chose que je dirais là-dessus, c'est que parfois les boîtes américaines souhaitent avoir une présence en Europe, digitale ou virtuelle, et ça peut aider aussi. Ça peut aider d'être la personne qui ouvre un marché, que ce soit le marché allemand, espagnol ou français, pour des gens qui ne sont pas présents et qui connaissent moins les spécificités de la culture. Voilà, donc Tribu Digital, à la fin de ce podcast, vous allez vous rendre, sur remotive.io et aller vérifier tout ça. Je pense qu'il y a tellement à dire et c'est un sujet que j'adore, le future of work, le futur du travail, et une société comme Remotive fait clairement partie de la disruption qui a lieu en ce moment. Allez sur le site, allez voir ce qui est possible, allez voir ce que vous pouvez faire avec cette plateforme. Moi ici, Rodolphe, je te propose de parler un peu de ton livre du coup, puisque tu parles dans ton livre, c'est un nouveau roman, la 25e que tu as sorti, et dedans, on parle de l'aventure de Thomas, qui est justement un employé chez Google. Et Thomas, est-ce que c'est un peu Rodolphe ou pas du tout? Alors souvent pour les premiers romans, beaucoup de personnes, dont moi-même, décident de partir d'un sujet relativement autobiographique où tu t'inspires d'une histoire que tu as vue, que tu as vécue, que tu as pu entendre, et ça te donne une bonne base de travail pour ce que tu vas faire. Alors le héros de mon premier roman, la 25e, qui s'appelle Thomas, c'est pas exactement moi, mais certains questionnements, certaines phases de vie sont assez proches de ce que j'ai pu vivre, puisque le but du jeu, c'est de parler de la déconnexion qui se passe quand parfois les gens vont sortir des études, rentrer dans le monde du travail et se retrouver face à des personnes qui vont leur dire « Écoute, il faut que tu travailles encore pendant 30, 40 et 50 ans. » Et c'est parfait de travailler pendant longtemps, mais parfois les générations ne se comprennent pas et parfois les attentes de l'entreprise sont un peu lunaires ou très différentes pour les personnes qui commencent à travailler. Ouais, j'avoue que je voudrais bien discuter un peu plus longuement de ce livre, et on va mettre évidemment les références sur le site internet. On va aussi essayer de se le procurer pour le lire. J'avais juste une petite question à te poser justement par rapport au livre, parce que tu fais référence à une crise de sens qu'il y a aujourd'hui avec la jeune génération. Très rapidement, c'est quoi cette crise de sens qui a lieu pour le moment? Cette crise de sens, c'est de se dire que avoir un travail qui est récompensé par la société, ça veut dire qu'il paye un bon salaire et qui est prestigieux au sens où si tu vas voir ton grand-père ou ta grand-mère, tu leur dis « je travaille dans telle entreprise » et on fait « ah oui, je l'ai vu au journal télévisé », c'était un critère de réussite pour les générations précédentes, mais aujourd'hui un peu moins. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la retraite est beaucoup plus loin, par exemple parce que les carrières sont plus incertaines, on change d'entreprise plus facilement, on se forme, on se reforme, on crée des entreprises. Ce qui fait qu'en fait, beaucoup de personnes de ma génération, j'ai 30 ans aujourd'hui, sont rentrées dans le monde du travail avec le mode d'emploi de la génération précédente, mais pourtant notre contexte a complètement changé. Du coup, quand tu joues à un jeu de cartes et que tu vois que les cartes que tu as en main ne te vont pas, tu as le choix. Soit tu continues à jouer et tu perds, soit tu prends tes cartes et tu changes de table ou tu changes de jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à changer de table, qui commencent à changer de jeu, qui pensent à faire deux choses à la fois, ce qu'on appelle les slashers, des personnes qui sont profs de yoga et avocats, des personnes qui vont dire voilà, moi j'ai été entraîné pour un métier en particulier, mais finalement je veux faire autre chose. Et la chance qu'on a, c'est que les carrières sont longues, c'est que on peut continuer à se former, et je pense que cette crise de sens, c'est en fait une crise de la quarantaine qui a été tirée vers l'avant pour qu'elle arrive plus tôt et qu'on se pose les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qu'une vie bien vécue et comment utiliser mon temps de manière professionnelle et personnelle.
Les slashers, j'adore. J'avais jamais entendu cette expression, j'adore. Donc, voilà, Tribu Digital, vous êtes en train d'écouter un CEO de start-up qui est aussi écrivain et un podcasteur qui est conseiller juridique. Tout est possible. Voilà. Je pense que nous, on adore. C'est un sujet qui nous passionne ici à Révolution Digitale. On va un jour y revenir plus en détail. Rodolphe, j'espère que tu restes à disposition si on a besoin que tu reviennes. En tout cas, moi, j'adore cette discussion. Et voilà, Tribu Digital, on va garder ça à l'esprit. Maintenant, on va un peu explorer le parcours entrepreneurial de Rodolphe, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Alors Rodolphe, on commence par cette question. C'est l'appel à l'aventure. Alors quand est-ce que tu as su, au fond de toi, que tu voulais faire ça, que tu voulais te lancer à ton propre compte? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Quand j'ai commencé à lire très jeune des livres d'aventure, je pense que je voulais de la nouveauté. Je pense que je voulais voir des choses nouvelles. Lire L'île mystérieuse de Jules Verne, très jeune. Pour moi, c'était un fabuleux appel au voyage et à l'entrepreneuriat, parce que c'était des personnes qui se retrouvaient avec rien sur une île déserte et tout était à faire. Et cette idée de construction m'a tout de suite plu et j'ai eu envie d'aller vers ça. J'ai envie d'aller vers ça très vite. La raison pour laquelle j'ai pas commencé en tant qu'entrepreneur, c'est que on a tous des parcours différents. Moi, j'avais besoin de me rassurer sur un certain nombre de choses, notamment apprendre dans des grosses structures parce que ça me rassurait. J'ai passé 4 ans en CDI dans des grosses boîtes, ça veut dire plus de 10 000 employés. Et aussi, je voulais travailler sur quelque chose sur lequel je pouvais avoir un impact. Ce que je veux dire par là, c'est que au départ de mon parcours, j'avais pas assez de connaissances et j'avais pas assez d'envie pour aller à fond dans un projet. C'est en travaillant pour d'autres personnes, c'est en travaillant sur moi, c'est en faisant des rencontres que j'ai pu voir des personnes qui m'ont inspiré et ensuite choisir un chemin qui m'a plu. Donc j'ai eu besoin de faire toute cette phase de découverte qui de mon côté a quand même duré le temps de mes études plus des stages, plus les premières années, donc à peu près 5, 6, 7 ans, avant d'avoir quelque chose qui me tenait assez à cœur pour que tous les matins je me lève avec un grand sourire pour aller le faire en me disant « Ouais, je pense que ça c'est bien pendant les 5-10 prochaines années ». Génial. Et alors, voilà, ça fait pas mal de temps que tu t'es lancé, mais tu es aussi au début d'une belle aventure avec Remotive, avec tes livres. Et il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer. Mais depuis que tu t'es lancé, que tu as lancé ce projet qui a évolué graduellement, est-ce que tu as connu des moments très difficiles? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment en tant qu'entrepreneur, Rodolphe? Écoute, oui, moi j'ai commencé un projet qui était d'abord ce qu'on appelle un side project. C'est quelque chose que je faisais soir et week-end en plus de mon travail. Donc les 2 moments difficiles dont je peux te parler. Le premier, c'est quand démissionner de ton travail où tu es très très bien payé pour aller faire quelque chose de hautement incertain, de très drôle mais très très incertain. Parce que financièrement, parce que sur ta carrière, parce que tout ça c'est vraiment difficile. Donc là, je me suis quand même posé pendant 3 mois à me dire, voilà, est-ce que je vais continuer à pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre la vie que je vis? Et au-delà de ça, est-ce que je fais pas une énorme bêtise en m'asseyant sur une entreprise avec qui ça s'est bien passé, qui m'a bien traité? C'était un problème. Donc ça, c'était quand même pas mal d'anxiété. Et le deuxième chose qui m'est arrivée juste hier, absolument hier, c'est que une entreprise a voulu poster des jobs sur mon site internet remotive.io. Et ils m'ont proposé de faire un deal à 5 chiffres. Donc 5 chiffres, ça fait quand même beaucoup de zéros. Et j'ai dû refuser. J'ai dû refuser parce que les valeurs de la société qui embauchait ne sont pas les mêmes valeurs que ce que Remotive propose à son audience et ce que nous, on décide de faire pendant les 5 à 10 prochaines années. En tant que petit entrepreneur et petite boîte, c'est très très dur de s'asseoir sur un gros chèque, mais c'est nécessaire parce que quand tu construis sur la durée, les petites décisions font les grands principes. Wow. J'ai 2 questions par rapport à ça et vraiment respect d'avoir pu mettre tes valeurs et tes principes avant tout et peut-être même par là les gens qui te font confiance et tes clients. Comment est-ce que la première question, c'est comment est-ce que tu t'es organisé lorsque tu as dû prendre cette décision de quitter un travail stable, entre guillemets, sûr, enfin, il n'y a plus rien qui est stable ou sûr aujourd'hui, mais quitter la sécurité illusoire peut-être de la société dans laquelle tu étais. Comment tu t'es organisé pour faire ça? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Moi, j'ai un tempérament assez anxieux sur le fait de partir et de laisser derrière moi quelque chose qui est bien. Donc, j'ai utilisé une méthode qui s'appelle Fear Setting. Donc, définir ses peurs, qui est très bien expliqué par un type qui s'appelle Tim Ferriss, qui a aussi écrit La Semaine des 4 heures. C'est disponible sur YouTube sous forme de TED Talk, ça dure moins de 10 minutes. Et en fait, c'est d'essayer d'inspecter
ce qui se passerait dans le pire des cas. Le pire des cas, c'est que ma startup plante. Le pire des cas, c'est que je me retrouve sur la paille. Même dans ce cas-là, grâce aux connexions et au travail que j'ai fait jusqu'à présent, je pourrais repartir dans ma vie en tant qu'employé ou créer une autre startup. Donc en fait, quand tu mets des mots sur tes peurs, quand tu mets des mots sur ton anxiété et les problèmes que tu as, c'est beaucoup plus simple de les adresser puisque maintenant elles ont des noms, elles ont une forme et tu peux savoir ce que tu ferais dans le pire des cas. Voilà des belles pépites. Et la deuxième question, c'était comment est-ce que tu as fait pour décider j'ai envie de dire, quel a été ton processus de décision pour décider que le chèque à 5 chiffres ne correspondait pas à tes valeurs? Bon, clairement, il devait pas correspondre à tes valeurs, mais comment est-ce que tu as pris ta décision par rapport à ça? La décision, c'était de te dire que je crée un projet pour aider les personnes à grandir leur carrière. Et grandir leur carrière, c'est grandir en tant que professionnel, c'est avoir plus de disponibilité pour leur famille. Et si une entreprise arrive et n'est pas dans les valeurs de confiance, n'est pas dans les valeurs de faire grandir les carrières, mais plutôt d'essayer de presser les personnes pour prendre de l'argent rapidement et après partir, je pense que ça fait pas partie de rendre un service. Et l'intégralité de mon projet, de mon entreprise, c'est aider les personnes à gagner de la qualité de vie. Là, si j'acceptais cet argent-là, je mettais en position de potentiellement faire perdre de la qualité de vie aux personnes qui me regardaient. Et c'est très compliqué de savoir dans lequel sens t'es dans l'ingérence, dans quel sens tu devrais laisser agir le marché et les personnes doivent faire leurs propres idées. Mais moi, j'ai décidé que c'était trop compliqué et que c'était pas, ça ne cadrait pas du tout avec ce qu'on essaie de promouvoir. Voilà, gardons bien ça encore une fois à l'esprit. Et Rodolphe, si tu pouvais résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience d'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, la leçon clé, c'est que la curiosité est une chose qui change tous les ans, tous les mois, voire toutes les semaines, et que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en tant qu'employé, étudiant ou entrepreneur, c'est réussir à trouver du temps, même si c'est peu, même si c'est 2 heures par semaine, réussir à trouver et à protéger ce temps, c'est-à-dire ne pas le changer et ne pas envahir ce temps-là pour satisfaire sa curiosité. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être apprendre le tricot, donc rien à voir avec le business. Ça peut être parler à certaines personnes, explorer un nouveau quartier de votre ville, construire un business, etc., etc. Le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en tant que professionnel au XXIe siècle, je pense, c'est ne pas s'asseoir sur notre curiosité et sauver ces 2 heures qui seraient parties sur Netflix à apprendre quelque chose qui nous fait profondément plaisir dans l'instant, tout en n'ayant pas de loyauté dessus, c'est-à-dire en étant complètement OK avec le fait qu'on puisse être intéressé par autre chose la semaine suivante. Voilà, Tribu Digital, ne vous asseyez pas sur votre curiosité. Allez faire quelque chose, allez visiter quelque chose que vous n'avez jamais visité, par exemple. Et Rodolphe, moi je te propose ici qu'on fasse une petite pause déjà. C'est la pause Révolution Digitale et ici je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Qu'est-ce que tu choisis? Allez, petite pause café pour moi. Pause café, c'est bien, c'est le matin évidemment. Alors on est parti et de manière tout à fait magique. On se retrouve dans un coffee shop, l'ambiance est chaleureuse, elle est productive, il y a un buzz de ville animé, les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors, Rodolphe, qu'est-ce que tu prends? Alors, café cappuccino, s'il te plaît. Cappuccino, c'est parti. Et moi je fais pareil, vu que la tradition c'est que je suive mes invités. Et première question, Rodolphe, qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business? Quand on lance un business, moi j'ai envie qu'on garde à l'esprit son objectif. Il y a des gens qui lancent un business pour conquérir le monde, comme notre ami Elon Musk, d'autres personnes pour lever des fonds, comme beaucoup de startups, et encore d'autres catégories de personnes pour avoir un revenu accessoire ou pour avoir un business qui contrôle. Donc je pense qu'il faut savoir ce que vous voulez, parce que si vous appliquez les leçons des autres à votre objectif à vous, généralement les choses se passent pas très bien. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? How to Win Friends and Influence People, donc de Dale Carnegie, qui est un livre sur le savoir-être édité en 1930, qui a été il s'appelle Comment se faire des amis en français d'ailleurs. Et je pense que c'est des leçons qui ont presque une centaine d'années, mais qui sont très valides sur le savoir-être, s'intéresser aux autres et poser les bonnes questions. Un grand classique et un indispensable. Alors Rodolphe, quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilises-tu régulièrement?
J'utilise Doist en tant que Todoist, Evernote pour prendre des notes, toute la suite Google pour la bureautique. Et récemment, une petite pépite que je tiens à partager avec tout le monde, c'est un outil qui m'aide à bloquer YouTube. Un outil qui me permet, quand j'arrive sur la page d'accueil de YouTube, de ne voir que la barre de recherche et tout le reste est parti. Du coup, je ne me perds plus sur YouTube, ce qui était un énorme problème. C'est un plugin disponible dans Chrome qui vous permet de bloquer YouTube. Ah, il va falloir que tu nous donnes comment ça s'appelle, tu disais, le nom de ce plugin? Alors, je te le retrouve en direct. Il s'appelle DFTube. DFTube, Distraction Free for YouTube. Ok, je sens que je viens de me trouver l'extension de l'année. Merci beaucoup pour ça, Rodolphe. Alors, on continue. Et qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Est-ce qu'il y a des domaines qui te paraissent prometteurs? Oui, je suis passionné par l'éducation, notamment par Lambda School, qui permet aux personnes américaines ou européennes de se former au domaine de l'informatique, computer science, gratuitement, et ensuite qui prendra une proportion, en tout cas un pourcentage de leur salaire à partir du moment où les personnes trouvent un travail. Je vous conseille de suivre Austen, A-U-S-T-E-N, sur Twitter, qui pour moi est un des CEO qui utilise le mieux Twitter en 2019 et qui fait un travail fabuleux. C'est Lambda School. Wow, merci vraiment pour ça, Rodolphe. Alors, si tu devais recommencer tout à zéro avec seulement 500 € en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces 500 € pour te relancer en affaires? Et je sais, c'est pas une question facile. Ouais, super question. Je pense que ça dépendrait si j'avais besoin d'argent immédiatement, si je devais construire un business à côté ou si je devais faire un gros truc. Donc ça dépend un peu du contexte. Mais avec 500 €, je pense que moi je commencerais à faire de l'achat-revente. Si vraiment j'étais lâché dans une ville et que je connaissais personne, je ferais de l'achat-revente de vélos parce que j'adore ça. Donc j'achèterais des vélos vintage dans des patelins et je les prévendrais sur le Bon Coin pour commencer à faire plus de cash. Et ensuite, d'ici 3 mois, je ferai un bootcamp d'éducation informatique pour devenir développeur et pour vendre mes skills sur Internet. Tribu Digital, vous n'avez aucune excuse. Chaque semaine, vous avez des idées de ouf comme ça. Prenez bien note, Rodolphe. Moi, je te remercie. On arrive à la fin de l'épisode. Merci vraiment d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs et auditrices de la tribu qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Je pense que c'est très important d'écouter des podcasts, de lire des livres et de regarder des vidéos. C'est aussi très important de rencontrer vos pairs, P-A-I-R, c'est-à-dire les personnes qui sont dans les mêmes situations que vous. Et un des meilleurs cadeaux que vous puissiez vous faire si vous êtes bloqué, c'est trouver une personne ou des personnes qui sont soit dans votre même situation, soit qui sont à 6 mois, 1 an ou 2 ans en avance de vous. C'est-à-dire des personnes qui viennent de passer un cap que vous considérez passer vous-même. C'est l'inspiration des personnes qui, à mon avis, vous feront passer par-delà la barrière qui vous bloque aujourd'hui, et c'est de voir les gens faire qui vous donnera l'énergie et l'opportunité de faire ce que vous souhaitez faire. Voilà, tout est dit, Rodolphe. Vraiment, merci beaucoup. Et avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digitale t'écoute. Avec grand plaisir, merci François. Je suis R Dutel sur Twitter, je suis Rodolphe Dutel sur LinkedIn et sur Internet en général. Et mon roman qui s'appelle La 25N est disponible sur La 25N, LA25 en chiffres, AINE.fr. Et aujourd'hui, le premier récit contemporain de voyage listé sur Amazon. Donc on est en tête des ventes sur cette catégorie. Et les personnes qui veulent en savoir plus peuvent venir sur Amazon, bien sûr. Félicitations pour tout ça. Et Tribu Digital, voilà, vous venez d'entendre Rodolphe Dutel partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Rodolphe dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Rodolphe sur remotive.io. C'est REMOTIVE.io si je ne me trompe pas. Allez aussi voir le livre La 25N.fr et n'oubliez pas non plus de le suivre sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Rodolphe, merci vraiment d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci, à bientôt François. Voilà, Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Rodolphe. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points.
Il suffit de cliquer dessus. Et sur Castbox, il suffit de cliquer sur partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur ces mêmes plateformes. Apple Podcast, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes et pour bien d'autres surprises. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!